Quand Brigitte, courtière immobilière Remax, a appelé sa cliente pour lui dire Oh, les îles de la Madeleine, mais c'est vraiment excitant tout ça! Elle savait aussi à quel point c'était vraiment angoissant tout ça. Vendre ici, trouver une nouvelle maison là-bas. Et c'est pour ça qu'elle a ajouté J'ai confiance, on va y arriver. J'ai un excellent courtier à te référer aux îles. Parce qu'une maison, c'est là où même loin, on veut se sentir chez soi. Chez Remax, on fait partie de vos histoires, même celles de vos nouveaux départs. Moi, j'ai 2 garçons qui ont eu la chance d'évoluer, qui évoluent encore aujourd'hui dans la LHJMQ. C'est vraiment une fierté, comme maman, d'avoir vu mes 2 garçons évoluer dans cette ligue-là. L'encadrement qui est fait du côté pédagogique pour mon fils est exceptionnel. On a un suivi là, comme parents, c'est très, très sécurisant. Je suis vraiment fière de voir mon fils évoluer sur l'aspect hockey, mais surtout sur l'aspect humain. Si c'était à refaire, je reverrais encore mes 2 garçons dans la LHJMQ. Nous sommes le lundi 10 février. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. Merci à Claude Sophie, ma collègue qui m'a remplacé à pied levé vendredi. Un petit virus m'a frappé, comme plusieurs, entendre les témoignages, en tout cas autour de moi. Alors, lavez-vous les mains, faites attention parce que ça court, comme on dit, en ce moment. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. On va commencer, bien sûr, aujourd'hui en reparlant de ce qui a marqué la semaine dernière, c'est-à-dire l'imposition de tarifs par l'administration américaine. Vous avez peut-être entendu que hier, alors que le président américain Donald Trump se dirigeait vers le Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, il a convié donc les journalistes dans son bureau à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, et a dit qu'il allait imposer des tarifs 25% sur l'aluminium, sur l'acier, de partout dans le monde. Tous les pays qui vendent leur acier, leur aluminium allaient être touchés. C'est le cas, bien sûr, du Canada. On va y revenir un peu plus tard à l'émission avec Jean-Philippe Robillard. Sinon, Vincent Maisonneuve est de retour. Rebonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. Content de vous retrouver ce Moi matin. aussi. On va se parler ensemble d'intelligence artificielle parce qu'il y a un sommet important qui s'est ouvert à Paris ces dernières heures. Oui, et vous savez, je lisais en fin de semaine que l'intelligence artificielle offre maintenant des réponses avec plus d'empathie que peut offrir l'être humain. Là. C'est une étude qui a été réalisée que les modèles de langage étaient parfois plus empathiques que l'être humain dans les échanges avec l'utilisateur. Ça vous montre à quel point ça a évolué dans les 12, 16, 18 derniers mois. Il y a un grand sommet pour voir comment, dans quelle direction on se dirige. Parce que pour l'instant, vous avez les Américains d'un côté, les Chinois de l'autre qui investissent énormément et le reste du monde regarde ce qui se passe et il faut quand même trouver une façon, et je pense qu'on a le Super Bowl qui s'en vient bientôt, il faut quand même trouver une façon là, d'encadrer tout ça. Oui. C'est un peu l'objectif de ce sommet qui se tient à Paris. Parce qu'il y a de l'inquiétude quand même. Il y a évidemment plusieurs aspects positifs, mais aussi de l'inquiétude par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Vous parlez du Super Bowl, Vincent? Justement, écoutons un extrait. For the second time, the Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia. Eagles fly in Super Bowl 59. Oui, les Eagles qui se sont envolés avec la victoire hier. Olivier, bonjour. Bonjour. On s'attendait à un match serré. Il y avait des prévisions sur l'histoire allait être marquée dans le football américain avec une possible 3e victoire des Chiefs. Mais finalement, rien de tout ça ne s'est produit. Domination totale. Le football du Super Bowl à sens unique, bref. Véritablement, oui. Les Eagles de Philadelphie qui n'ont fait qu'une bouchée des doubles champions en titre dans un match qui a été un match somnifère, faut le dire. Tout au long de la rencontre, on se disait Patrick Mahomes et les Chiefs vont se lever. À un certain moment, il va y avoir une étincelle. Après 2 quarts, ils n'avaient pas inscrit aucun point. C'était 24-0 à ce moment pour les Eagles de Philadelphie, mais tout le monde disait, la magie, ça peut opérer en deuxième mi-temps. Pas tant. Là, on goûtait les ailes de poulet, puis on se dit, il y a quelque chose qui manque, là. Il manque quelque chose. Il a manqué quelque chose tout le long de ce match pour les Chiefs de Kansas City qui ont été battus à plate couture. Une victoire de 40-22 pour les Eagles de Philadelphie qui remportent leur 2e titre du Super Bowl dans un match qui a été mené par la défensive des Eagles. On avait beaucoup parlé de l'attaque et de Patrick Mahomes, de sa qualité, de ses qualités de corps arrière, de sa capacité à être capable de se relever dans des matchs difficiles. Il n'a pas pu faire grand-chose hier. Non, hier, il a été muselé, rejoint à maintes reprises derrière la ligne de
mêlée, dans sa pochette, mais même lorsqu'il sortait aussi, c'était très difficile pour lui. A été intercepté à 2 reprises, dont une fois pour un toucher. Non, ça a vraiment été une soirée très, très, très compliquée pour les Chiefs de Kansas City. Et ça a été complètement l'inverse pour les Eagles de Philadelphie. On peut parler de cette brigade défensive qui a été exceptionnelle, mais aussi Jalen Hurts qui a été à la hauteur des attentes dans ce match. Il a lancé 2 passes de toucher, en inscrit un par la course. Il a mené cette équipe-là sans avoir un Saquon Barkley, le porteur de ballon, toute étoile des Eagles de Philadelphie, qui termine la saison avec le plus grand nombre de verges amassées en une saison, qui a été, sans dire absent, mais qui n'a pas été un facteur dans ce match. Ça a été aussi une autre grosse surprise. Et donc, voilà, les Eagles qui aujourd'hui à Philadelphie plutôt, on célèbre le titre des Eagles qui a été facilement remporté. Et on a parlé de Kendrick Lamar aussi dans ce spectacle de la mi-temps. Pas été un grand spectacle non plus. J'ai l'impression aussi que Donald Trump, Taylor Swift, la présence aussi dans les gradins, tout ça a remarqué le match. Mais c'est à peu près tout ce qu'on s'est mis sous la dent hier parce qu'effectivement, ça n'a peut-être pas été un grand match. Mais félicitations pour les Eagles. Honnêtement, ils n'ont pas volé ce match-là. Ça a été toute une victoire. Et on devra patienter avant de voir une équipe remporter 3 titres du Super Bowl consécutifs parce que hier, malheureusement, les Chiefs ont raté cette occasion. Donc, il faudra voir si une équipe réussira un jour à s'inscrire dans le livre d'histoire pour ce fait d'armes. Honnêtement, hier, aller se coucher à la mi-temps, c'était pas si difficile. Non, puis il y a des gens qui se demandaient si boycotter le match, c'était une bonne idée. Ben, ils ont peut-être eu une bonne idée hier, finalement, de ne pas le regarder. OK, on va parler de tennis. Denis Shapovalov s'est offert un premier titre cette saison à Dallas. Oui, belle victoire contre la 5e raquette mondiale, Casper Ruud, en 2 manches de 7-6, 6-3. Shapovalov qui remporte donc son premier titre de l'année, ce qui lui permet de réintégrer le top 40 de l'ATP, devait être au 32e rang aujourd'hui. Il était 54e avant ce match, cette finale à Dallas. Donc, bon tournoi pour lui. Donc, bon début de saison après des douleurs au dos. Manifestement, ça a été tout un tournoi. Donc, il a renversé la 5e raquette mondiale en finale, mais il avait aussi battu Taylor Fritz, première tête de série, l'Américain, lors de ce tournoi, qui est 4e au monde. Donc, une belle sortie pour Denis Shapovalov au Texas. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée, bonne semaine. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. À quel genre de journée on doit s'attendre aujourd'hui? Je dirais une journée tranquille aujourd'hui. On va y aller en alternance cette semaine. Il va y avoir de l'activité plus tard cette semaine. Oui, pas mal jeudi. Donc, une journée calme, un peu de neige mardi, une journée calme mercredi, beaucoup de neige jeudi, journée calme vendredi et de la neige encore au cours du week-end. Donc, c'est pas terminé. Et on s'en va vers des températures plus froides aussi vers le milieu de la semaine. Donc, la neige qui va tomber, elle est là pour la pelleter et pour rester. Là, ce ne sera pas de neige fondante. D'ici là, ce matin, moins 8 à Montréal. Ça varie entre moins 8 et moins 14 sur le sud du Québec. Donc, des températures d'hiver assez normales. Ça ne bougera pas énormément aujourd'hui sous un ciel variable. Il y a des flocons par endroits ce matin vers les Laurentides. Donc, moins 7, moins 9, ce sont les maximums anticipés. La nuit prochaine, moins 10 Montréal, moins 12, moins 14 en secteur montagneux. Demain, mardi, retour des nuages. Un petit peu de neige. Montréal, 1 à 2 cm. Même chose pour l'Outaouais. 2 à 4 vers l'Estrie, Laurentides, Lanaudière, Québec, surtout demain en après-midi. Température de saison, moins 4, moins 6 degrés demain mardi. Et retour du soleil mercredi avec des températures froides. Là, au petit matin, c'est du moins 15, moins 20 mercredi. En journée, un maximum de moins 8 à moins 12. Et la neige jeudi, 15-20 cm pour l'instant. Donc, ce serait la première bordée significative. Là, 15 cm en 24 heures. On n'a pas eu ça jusqu'à maintenant à Montréal. Alors, ce serait le cas. Ça tomberait principalement à partir de mercredi minuit jusqu'à jeudi midi. Et par la suite, ça s'estomperait graduellement au cours de l'après-midi. D'ici là, du côté de l'Abitibi, on aura également un ciel assez variable aujourd'hui. Le maximum sera autour de moins 10. C'est du moins 10 à moins 13 pour tout l'est du Québec. Un peu de neige, Bas-Saint-Laurent. 2 à 4 cm, ça devrait cesser en mi-journée. Les flocons s'estomperont au Saguenay, variable vers la Gaspésie. Beau temps sur la Côte-Nord, mais un maximum de moins 15. C'est pas chaud, on est sous la barre des moins 30 ce matin dans le secteur de la Côte-Nord. Donc, beau et froid. Ontario, c'est plutôt nuageux dans l'ensemble, variable vers Toronto. On aura quelques averses de neige ici et là sur la portion nord, température de saison. Et dans l'ouest, beau temps Vancouver, des températures autour de 2 degrés. Le froid domine dans l'ouest, le soleil aussi vers Edmonton et Calgary. C'est plus variable pour Regina, Winnipeg, mais les températures de jour ne dépasseront pas moins 15 à moins 24. Et c'est cet air froid qui, tranquillement, va se transposer vers le Québec. Donc, d'où ce temps plus froid vers la fin de la semaine chez nous. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
Alors Vincent, parlons d'intelligence artificielle. Oui. Jean-Philippe sera avec nous plus tard pour parler de tarifs. Mais là, évidemment, le président français Emmanuel Macron a invité des scientifiques, des dirigeants d'une centaine de pays à se réunir à Paris. C'est jusqu'à demain. Ça a commencé hier. On discute de ces enjeux à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Le Canada, la France plaident en faveur d'une stratégie commune pour mieux encadrer le développement de l'IA. Et c'est un défi qui est énorme. Vous savez que c'est la troisième grande rencontre internationale sur le sujet en 16 mois. Il y a eu un sommet en 2023, c'était au Royaume-Uni. L'an dernier, en Corée du Sud. Et en l'espace de 16 mois, l'intelligence artificielle s'est complètement transformée. C'est devenu quelque chose de complètement différent. Les Américains ont un plan, vous savez, Stargate, un plan de 500 milliards de dollars consacré à l'intelligence artificielle. En Chine, vous avez DeepSeek qui a surpris le monde entier avec son modèle d'intelligence artificielle conçu à une fraction du prix. Et quand une technologie devient abordable, elle devient de plus en plus accessible et on y trouve de plus en plus de fonctions. Donc, l'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies, mais ce sera encore de plus en plus le cas et avec sûrement plein d'avantages, mais aussi son lot de risques potentiels. Par exemple, sur quelles valeurs fondamentales vont se baser les modèles d'intelligence artificielle dans le futur? Est-ce que l'IA va devenir un outil pour nous aider à trouver des solutions? On pense aux problèmes de santé, aux problèmes de changement climatique. Ou est-ce que ça va devenir un outil de surveillance, une arme destructive? Est-ce que la technologie va servir le bien commun ou enrichir certains individus? Bref, les enjeux sont grands, immenses. Le premier ministre canadien et le président français croient qu'il faut des règles. L'IA doit être encadrée. Mais le plus important, ce sera comment on met l'intelligence artificielle au service des citoyens. Il y a une forme de paradoxe si on ne fait pas ce qu'on est en train de faire sur l'intelligence artificielle. Ça touche toutes les vies et c'est dans la main que de quelques-uns. Oui, effectivement, dans la main que de quelques-uns, et particulièrement, c'est vrai, en Chine ou aux États-Unis, on voit les investissements. Vous avez parlé de ce projet, le Stargate. Le reste du monde se trouve à la traîne derrière ces deux pays, la Chine et les États-Unis. Oui, on ne peut pas comparer les Américains, les États-Unis du Canada, mais quand même, Stargate, c'est 500 milliards de dollars d'investissement. Au Canada, on y investit environ 2,5 milliards en intelligence artificielle, le gouvernement. Et comme l'appétit de ces deux grandes puissances-là est faible pour ce qui est de l'encadrement, du développement et de l'utilisation, l'intelligence artificielle, il y a des inquiétudes qui s'accélèrent au rythme où la technologie avance. Valérie Pisano est présidente et chef de la direction de MILA, l'Institut québécois de l'intelligence artificielle. La question, c'est si les Américains prennent une direction, les Chinois prennent une autre. Pour le reste d'entre nous, où est-ce qu'on veut peut-être miser? Le risque, c'est de ne pas se mobiliser puis de tous faire un petit peu de plein de choses, puis un petit peu de plein de choses contre deux superpuissances qui sont vraiment très bien financées puis très alignées sur leur objectif. Et il y a les risques aussi liés à la désinformation, créée par l'intelligence artificielle. La directrice des politiques internationales et innovation sociale de Ivado, Catherine Régis, nous donne un exemple des risques pour la démocratie, par exemple. Aux dernières élections brésiliennes, il y a des candidates qui ont été victimes de ce qu'on appelle la pornographie hyper truquée. On a créé des films porno impliquant ces candidates-là et l'impact a été dévastateur. Donc, la démocratie elle-même est en cause, avec la désinformation que peut engendrer l'intelligence artificielle. Catherine Régis, on l'écoute, c'est la directrice des politiques internationales et innovation sociale à Ivado. Les démocraties, justement, voyant que d'autres démocraties sont un peu sensibles et se font attaquer par des régimes autoritaires, devraient réveiller cette fibre-là de vouloir contribuer. Donc, on dit que l'intelligence artificielle aura un effet transformateur sur l'humanité. Certains disent que ce sera encore plus important que la révolution industrielle. Comment faire en sorte que ce soit au bénéfice du plus grand nombre? C'est un peu la question qui se pose à ce sommet qui se tient à Paris jusqu'à demain. Merci Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va
retrouver Gabriel Lemarquand-Perrault dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu, j'ai gagné mon pari hier, mais pas sur la couleur du Gatorade, mais pour les vainqueurs, j'ai gagné. Nous, on avait un questionnaire aussi, on écoutait ça avec des amis, on avait un questionnaire et on l'a fait en famille et nous avons aussi gagné. Toutes sortes de petites questions sur la longueur de l'hymne national, etc., etc. Et puis, on a remporté le prix. Enfin, tant mieux, bravo pour vous, merci, Gabriel. Revenons à l'actualité, revue de presse ce matin. C'est sur notre site, c'est un texte co-signé David Gentile et Daniel Boily sur Santé Québec qui se prépare aux menaces tarifaires de Donald Trump. La nouvelle agence s'affaire à préparer un plan B. Nous sommes en train d'établir en urgence la liste des contrats octroyés des fournisseurs américains dans le réseau de la santé. C'est ce que mentionne une porte-parole de Santé Québec à nos collègues David Gentile et Daniel Boily, qui nous disent que les fournisseurs canadiens américains de matériel et d'équipements médicaux s'activent pour se mettre à l'abri d'une guerre commerciale. Dans une lettre envoyée récemment au premier ministre des provinces et à Doug Ford, qui préside le conseil de la Fédération, MedTech Canada et son homologue américain Advamed rappellent que les médecins et les patients dépendent largement de la technologie médicale. On sait que le Canada importe des milliards de dollars de technologie médicale des États-Unis. Par ailleurs, ce matin, dans le Journal de Montréal, on apprend que la nouvelle agence a déjà déboursé plus de 3 millions de dollars en contrats des firmes privées pour l'aider à mieux gérer le réseau de la santé. En fait, le Journal de Montréal qui a répertorié 14 contrats octroyés de gré à gré sur la plateforme de contrats publics du gouvernement depuis le 18 décembre pour un total de 1,3 million. À cela s'ajoute une compilation avant Noël de la presse qui rapportait que 1,7 million de dollars de contrats octroyés au privé par Santé Québec en 2024. Ça porte donc le total à 3 millions de dollars. Et Gabriel, Québec est à la recherche du prochain gestionnaire qui va chapeauter ou qui va diriger l'agence Mobilité Infra-Québec. Après Santé Québec, le gouvernement Legault se cherche un nouveau Top Gun, mais cette fois pour diriger Mobilité Infra-Québec. C'est ce qui est écrit le journaliste de la presse ce matin. Une nouvelle agence censée de réduire les délais et les coûts des projets de transport collectif. C'est ce qu'on apprend dans un appel de candidature qui sera rendu public aujourd'hui par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Processus qui va durer environ 5 semaines selon le journaliste Henri Ouellet-Vizina, donc jusqu'à la fin mars. Et un PDG sera nommé d'ici la fin de la session parlementaire. Celui ou celle qui va décrocher le poste touchera dès le départ plus de 350 000 $ annuellement. Il y a de plus en plus de détenus donc en prison qui demandent de l'aide médicale à mourir. C'est ce qu'on apprend ce matin dans les quotidiens des coops. Oui, les détenus des prisons fédérales sont de plus en plus nombreux à demander l'aide médicale à mourir depuis 5 ans. Depuis 2020, 41 détenus qui purgent une peine fédérale de 2 ans et plus ont demandé l'aide médicale à mourir. C'est ce que révèlent des données obtenues par les coops de l'information auprès de Services correctionnels Canada. Mais seulement 11 d'entre eux l'ont reçu. C'est donc dire qu'environ 75 % des demandes n'ont pas abouti. Le journal mentionne qu'en prison, le processus d'aide médicale à mourir est sensiblement le même qu'à l'extérieur des murs. Donc, les détenus doivent se soumettre à 2 évaluations auprès de professionnels de la santé. Mais la journaliste pose la question ce matin, des prisonniers voient-ils cette issue comme un échappatoire à leur peine, parfois à perpétuité? Et puis aussi, on peut lire ce matin des articles sur le Canada. Est-ce que le Canada doit avoir peur de cette crise des œufs aux États-Unis? Notamment dans Le Devoir ce matin, l'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans les élevages de volailles américains depuis 6 mois. Le prix des œufs explose là-bas. Certains restaurants n'hésitent pas à transmettre l'addition à leurs clients. Est-ce que le Canada devrait s'en inquiéter? Bien, c'est la question que pose Le Devoir ce matin. Et la question que le journaliste a posée à Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Il dit l'épidémie semble pour l'instant maîtrisée. Il y a eu des pénuries rapportées en Colombie-Britannique, mais on est en mesure justement de transporter des œufs de l'Alberta voisine. Question de s'assurer que les Britanno-Colombiens ont bien des œufs à acheter. Oui, et des millions de poules aux États-Unis qui ont été euthanasiées effectivement en lien avec cette crise. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Salut.
Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors on peut dire que les semaines se suivent et se ressemblent à la Maison-Blanche depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, le président américain qui a annoncé hier, je le disais au début de l'émission, alors qu'il était en vol vers la Louisiane pour assister au Super Bowl, qu'il allait imposer des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, y compris évidemment ceux qui proviennent du Canada et du Mexique. Oui, on a vraiment l'impression de déjà vu, Mathieu. Alors le sursis donc accordé par Donald Trump la semaine passée aura finalement été de courte durée pour le milieu des affaires, pour les gouvernements également au pays. Ça n'a même pas duré 30 jours comme prévu. Ça a duré tout au plus une semaine, 7 jours. Donald Trump, donc, vous l'avez dit, qui a dit hier qu'il allait imposer une surtaxe de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium. On l'écoute alors qu'il était, vous l'avez dit, dans l'avion présidentiel pour assister au Super Bowl. We'll also be announcing steel tariffs on Monday. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. Donc, 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium. Et ça, Mathieu, ça va toucher tous les pays, même, évidemment, je vous le disais, le Canada et le Mexique. Alors, il faudra voir cette fois-ci, le président Trump, le président américain, va passer de la parole aux actes. On va le savoir aujourd'hui. Alors, c'est une semaine là, qui s'annonce mouvementée au pays, tant à Ottawa que dans les provinces. Déjà, on le sait, les ministres du gouvernement Trudeau, au cours des dernières semaines, en fait, même de la dernière semaine, certains ministres qui se sont activés à Washington pour tenter de se trouver des alliés là, dans des secteurs clés pour tenter de faire reculer le président Trump. Donc, vraisemblablement, on sera fixé aujourd'hui. Il a dit hier l'annoncer aujourd'hui. Donc, à suivre dans la journée. Comment on réagit déjà à Ottawa? Le gouvernement Trudeau, je vous dirais, s'est fait avare de commentaires jusqu'à présent. Le premier ministre qui est à Paris n'a pas commenté, mais il y a le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, qui a déclaré sur X, et je le cite, que l'acier et l'aluminium canadien soutiennent des secteurs clés aux États-Unis, de la défense à l'industrie navale, de même qu'à l'industrie de l'auto. Nous continuerons à défendre le Canada, nos travailleurs et nos industries. Fin de la citation. Réaction également dans les provinces. Il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui a plaidé à nouveau, comme il l'a fait la semaine passée, pour une renégociation au plus vite de l'entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Autre réaction, celle du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a écrit sur X, et je le cite, « Voici à quoi ressembleront les 4 prochaines années, des changements d'objectifs et un chaos constant, ce qui mettra notre économie en danger. » Fin de la citation. C'est le premier ministre Doug Ford qui, il faut le rappeler, est en campagne électorale. Oui, effectivement. Mais déjà, on sentait que juste ces menaces-là font mal à plusieurs industries. En tout cas, des producteurs d'acier ont fait part de leurs inquiétudes. Oui, ils l'ont fait dans une entrevue à CBC, la présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier, Catherine Cobden, qui a affirmé que si ces droits de douane sont appliqués, il est probable qu'ils seront dévastateurs pour l'industrie. On l'écoute. If these tariffs proceed, it's like they will be devastating. Dévastateur, selon elle, parce que les États-Unis, Mathieu, sont le principal partenaire commercial du Canada pour l'acier, entre autres. Et les États-Unis, rappelle Mme Cobden, importent 20 % de leur acier du Canada. Et encore une fois, pendant la fin de semaine, lors d'une entrevue du président Trump, il a été question de l'annexion du Canada. Oui, effectivement. Donc, Donald Trump qui a clairement réitéré sérieusement à la chaîne américaine Fox News sa volonté, Mathieu, d'annexer le Canada aux États-Unis. Il a de nouveau prétendu que les États-Unis versent 200 milliards de dollars par année à leurs voisins du Sud, donc à nous, les Canadiens, une référence apparente là, au déficit commercial entre les deux pays. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Où est-ce qu'on va surveiller aujourd'hui? Bien évidemment, toute cette question de l'imposition des tarifs, c'est ce qui va nous occuper une bonne partie de la journée, tous les impacts que ça peut avoir un peu partout au pays, et ce sommet sur l'intelligence artificielle également à Paris. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve plus tard dans les radiojournaux du matin. Bonne journée, bon début de semaine. Parce qu'une maison, avec un espace pour chacun, beaucoup de rangements et pourquoi pas une piscine creusée, c'est là où deux familles peuvent rêver en devenir une seule. Chez Remax, on fait partie de vos histoires, même celles de familles recomposées.